Dans quelques petites secondes, on accueille notre invité politique. Ce matin, c'était Éric Coquerel. Il est président La France Insoumise, Nouveau Front Populaire de la Commission des Finances. On va d'abord l'interroger sur ce nom qu'il a proposé. Lucie Casté, pour aller à Matignon, 37 ans, haute fonctionnaire. Mais qu'en pense Emmanuel Macron? On va l'écouter et on va faire réagir Éric Coquerel juste après. Ce soir, le Nouveau Front Populaire que vous évoquiez, qui a donc un programme, qui a donc une candidate depuis ce soir qui s'appelle Lucie Casté. Est-ce que vous allez l'appeler demain pour lui dire venez me voir, on va voir si vous pouvez composer un gouvernement? Le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas. Non, le sujet n'est pas un nom donné par une formation politique. L'exemple que nous venons d'avoir avec M. Chassaigne, d'ailleurs, dit tout cela. C'est un candidat tout à fait estimable, expérimenté, et il n'a pas eu la majorité, il n'a pas été élu au perchoir, à la présidence de l'Assemblée nationale. Et donc, la question n'est pas un nom, la question c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée pour que un gouvernement de la France puisse passer des réformes, passer un budget et faire avancer le pays. Bonjour Éric Coquerel, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes président La France Insoumise, Nouveau Front Populaire de la Commission des Finances. On a entendu Emmanuel Macron qui dit le sujet c'est pas le nom. Qu'est-ce que vous lui répondez au président de la République? Il était dans le délit démocratique. Hier, il a ajouté la médaille d'or du mépris, quoi. Il n'a même pas eu l'élégance de citer le nom de Lucie Casté, qui est la première ministre proposée par la coalition majoritaire dans ce pays. Je trouve que c'est indécent. Bon. Il a refait l'histoire. Alors, à l'entendre, le Rassemblement national a quasiment gagné l'élection. Il l'a redit plusieurs fois, c'est le premier parti. Qu'importe que, de manière évidente, c'est le Nouveau Front Populaire qui a gagné les élections, au point où on se demande si finalement c'est pas ce qu'il aurait souhaité. Il nous explique que le Front Populaire, le Front Républicain, tout d'un coup, il le transforme comme une majorité politique. Bon, chacun sait que c'était un barrage que nous avons mis en place. D'ailleurs, c'est nous qui l'avons initié, un barrage démocratique, républicain, et qu'en aucun cas, il peut porter un programme. D'ailleurs, quel programme porterait-il? Le chef de l'État dit personne n'a de majorité pour un programme. Alors donc, je continue le mien. Bon. Et troisième aspect, il refait aussi l'histoire, parce qu'il a une lecture de la semaine dernière, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, fort paradoxal. Il nous explique certes que notre candidat André Chassaigne a été battu. Mais je vous rappelle qu'il a quand même été battu avec 2 voix du Rassemblement national, plus 17 ministres qui normalement n'auraient jamais dû voter, puisque la Ve République propose une séparation des pouvoirs stricts. Ils sont démissionnaires. C'est ce qu'il a rappelé. Oui, démissionnaires peut-être, mais normalement, il n'aurait jamais dû voter sur le principe. D'accord? Donc, avec 13 voix d'écart. Mais quand on a élu le bureau, aujourd'hui, de l'Assemblée nationale, qui, quelque part, est l'exécutif de l'Assemblée nationale, il y a une majorité absolue, Nouveau Front Populaire. Quand j'ai été élu président de la Commission des Finances, contre un espèce de coup tordu où les députés de M. Macron, contre tout usage, ont participé au vote pour élire le président de la Commission des Finances, qui est dans l'opposition, alliés aux Républicains. Le bilan, c'est quoi? C'est qu'ils n'y sont pas parvenus, ils n'ont pas de majorité. Donc il y a une seule majorité sortie des urnes, et M. Macron ne peut pas continuer comme ça à tergiverser, avoir une espèce de mise en sommeil de la démocratie de la République. Il doit appeler Lucie Casté, qui est la candidate que nous proposons, sur et nous Lucie permettre de Casté, gouverner. est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les coulisses, parce que tout ça c'est quand même fait dans la douleur, c'est un nom qui vient des socialistes. Pourquoi est-ce que vous avez fini par accepter? Alors, c'est pas qu'on l'a accepté, c'est qu'on a été convaincus, et de manière positive, que c'était la bonne candidate. La douleur, je trouve que c'est marrant. On a eu le sentiment, en tout cas. Oui, le sentiment, mais il a été peut-être que pour vous, c'était facile. Non, c'est pas que c'était facile, mais entre-temps, entre le moment où nous avons gagné ces élections et le moment où nous avons trouvé le nom de notre Premier ministre, je vous rappelle que nous avons eu quand même une succession de réussites. On nous disait le Nouveau Front Populaire, c'est fini. Bon, au deuxième tour, on dit il va éclater. Certains vont vouloir partir vers une coalition avec les Macron. C'est pas ce qui s'est passé. On nous disait ils n'y arrivent pas. En fait, en réalité, ils sont divisés. Bilan, on se présente à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas une voix qui manque à nos candidats. Pas une seule. Et on montre qu'on est le bloc majoritaire. Et enfin, on a trouvé, effectivement, mais c'est normal qu'on mette du temps à trouver le nom d'une première ministre de la 7e puissance économique au monde. Ça ne se trouve pas comme ça. Surtout que nous avions effectivement les uns les autres certaines conditions. Et finalement, le nom de Lucie Casté, je termine là-dessus, ce n'est pas un nom par défaut, parce que les 4 formations ont exprimé un avis favorable. Elles n'ont pas juste dit... C'est assez rare pour le souligner. Mais un avis favorable, parce que, quelque part, elle est la personne, j'allais dire, peut-être pas idéale, il y aurait pu y avoir d'autres responsables politiques, mais en tout cas la personne qui faisait consensus, qui nous assurait qu'elle allait appliquer notre programme de rupture, c'était ça pour nous le critère essentiel. Ce qui est surprenant,
Après ce que vous avez dit à la France Insoumise, savoir quelqu'un qui ne vienne pas de la société civile, là, même si elle est hybride, elle vient plutôt de la société civile, et puis c'est plutôt un profil social-démocrate. Ça veut dire que vous avez fait des concessions, vous, par rapport à votre ligne de conduite initiale. Alors, sur le profil social-démocrate, je pense qu'elle serait assez amusée de cette définition, mais qu'importe, on va mettre ça de côté. Mais bien sûr qu'on a fait des compromis. Pour trouver un accord, il faut faire des compromis. Alors, Monsieur Coquerel, vous faites des compromis. Justement, là, vous avez un programme qui est là. On n'a pas fait de compromis avec notre programme. Alors, justement, c'est la question. Vous avez un programme. Est-ce que la règle, c'est toujours le programme, rien que le programme, rien d'autre que le programme, la définition que Jean-Luc Mélenchon a donnée le 7 juillet au soir, ou alors vous êtes conscient que vous avez une majorité très relative et qu'il faut, pour faire passer des textes dans l'intérêt de votre programme, plutôt faire des compromis avec d'autres partenaires pour justement aller dans le sens, pour reprendre ce que dit François Ruffin, avancer dans le sens des gens qui ont voté pour vous. Oui, François Ruffin qui hier traitait le reste de la gauche de nul, vous voyez, la de guignol. Elle n'est pas si nulle, hein, d'accord. Je fais juste observer, attention, comme ça aux critiques, quand on est à l'intérieur d'un cadre, de le faire de l'extérieur, je trouve ça moyen. Et la preuve, on a infirmé ce pronostic. Il dépasse les bornes, on a infirmé ce pronostic. Donc, je réponds à votre question. Qu'est-ce que ça veut dire tout le programme ? Ça ne veut pas dire que c'est une table de la loi où on est absolument sûr de faire l'entièreté du programme, de l'appliquer. On sait qu'on n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Bien. Ça veut dire qu'on s'engage, j'allais dire, sur la logique globale de ce programme. Elle a une logique. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas le séparer. La logique, c'est le partage des richesses. C'est le fait de pouvoir dégager des marges à la fois pour les grands travaux en matière écologique, d'éducation, de santé, tout en augmentant les salaires et en relançant l'activité économique, plus le fait de revenir aussi sur des lois racistes, sur des lois sécuritaires qui ont été adoptées. Voilà un peu la logique que nous présentons. Donc, les compromis qu'on peut trouver à un moment donné, c'est pas avec des partenaires qui n'existent pas, qui affadiraient notre programme. C'est un programme de rupture. Mais par contre, devant l'Assemblée nationale, et nous l'avons toujours dit, je crois que je l'ai dit ici la semaine dernière, si nous arrivons devant l'Assemblée nationale, que par exemple nous proposons une taxation sur les superdividendes avec un certain seuil, et que pour dégager une majorité, parce que je sais qu'il y a une majorité disponible pour ce genre de loi, il faut légèrement baisser le seuil, bien sûr que nous écouterons, bien sûr que nous sommes prêts, quelque part, à essayer de faire en sorte que de dégager des majorités à partir du moment où nous ne remettons pas la logique de rupture de notre programme. De ce point de vue-là, je pense que la vie parlementaire peut en être aussi revivifiée, contrairement à ce qu'avait fait M. Macron pendant 2 ans, où c'était son programme pour lequel, il n'avait pas été élu, et il a essayé de l'imposer contre les Français, les syndicats et l'Assemblée nationale. Un mot, tant qu'on parle de programme sur le Rassemblement national qui va avoir la première niche parlementaire, c'est la tradition parce que c'est le groupe en tête et donc il va proposer en premier le texte sur l'abrogation de la réforme des retraites. Ce qu'on lit par exemple dans les colonnes de l'Opinion ce matin, c'est que le RN veut court-circuiter la gauche. Sur le papier, c'est vrai que vous vouliez la même chose. Hier, vous avez dit on va déposer une proposition de loi, donc finalement ça ne se fera pas par décret puisque ça ne peut pas se faire par décret. Est-ce que vous allez travailler main dans la main avec le Rassemblement national là-dessus? Attendez, mélangeons pas tout. Une proposition de loi peut jamais être par décret, c'est une initiative parlementaire. Je sais, mais vous disiez que vous alliez abroger la réforme des retraites par décret. Je dis que vous vous êtes rendu compte que ça n'était pas possible. Non, pas du tout, madame. Ce que je vous dis, on l'a entendu à plusieurs reprises. Mais je vous explique, comme ça vous allez écouter très clairement les choses. Ce que nous avons dit, c'est que si c'est un projet de loi pour vos téléspectateurs comprennent, c'est un peu compliqué, mais c'est quand c'est le gouvernement qui est à l'initiative. Ce projet de loi, il y avait 2 manières de le faire passer sur les retraites. Dans l'urgence, on pouvait effectivement faire passer un décret qui n'abrogeait pas la réforme et qui permettait qu'elle ne s'applique pas aux gens nés avant 1968. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'il était possible d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour un projet de loi sur l'abrogation, parce qu'il y a une majorité de députés, en réalité, qui se sont présentés ainsi devant les électeurs. Bien, ça, c'est une chose. Si nous ne gouvernons pas, vous avez compris que je souhaite l'inverse à la rentrée. Bien, dans ces cas-là, il y aura une séance extraordinaire décidée par nous et nous ferons un projet de loi. Si c'est une proposition de loi, eh bien, le groupe France Insoumise, effectivement, a fait cette proposition hier pour qu'elle puisse être majoritaire à l'Assemblée. Et moi, la preuve que ce que je disais était vrai il y a quelques temps, il y a une majorité pour la voter à l'Assemblée. Et alors j'ai remarqué la question de la niche. Nous avons dit que nous ne votons pas les textes du RN. Nous l'avons dit et nous continuerons pour ma part. Même si vous proposez la même chose. On verra bien si c'est la même chose. Est-ce que vous avez regardé comment nous finançons la retraite dans notre proposition là? Je ne crois pas que ça soit ce que propose, notamment avec une taxation sur les dividendes, une augmentation légère des cotisations, etc. Je ne pense pas que ça soit la même chose que propose le Rassemblement national. Mais qui plus est, figurez-vous que la nouvelle composition de l'Assemblée
où le bureau, nous sommes majoritaires, où à la conférence des présidents, il n'y a plus non plus une majorité comme ça, macroniste, qui peut décider. Il y a aussi d'autres manières de faire venir une proposition de loi à l'Assemblée et de l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée. Donc nous verrons comment, si on ne peut pas procéder ainsi. Éric Coquerel, on a bien compris que dans la période qui allait venir, vous n'allez pas tendre la main à d'autres partenaires pour constituer une coalition. Vous restez Ça n'existe pas. Si, il y a des. Enfin bref, vous restez sur vos bases. Des informations sur des partenaires qui appliqueraient le programme de rupture du. Non, mais qui appliqueraient. Ouais, on va pas. Vous êtes resté, vous êtes droit dans vos bottes. Si d'aventure, dans 3 semaines, 1 mois, le président de la République ne se tourne pas vers vous et qui décide un autre, il faudra bien qu'il nomme un Premier ministre, un autre gouvernement, plus de la droite. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, on voit bien ce qu'il essaye de faire, déjà. En fait, en réalité, le Front républicain, il sait très bien que c'est une fiction politique. C'est un barrage républicain, ça c'était important, mais c'est une fiction en termes de propositions positives. Il n'y a pas un programme commun, aujourd'hui, d'un Front républicain. Donc, on voit bien qu'il vise la droite, quoi. Si possible, peut-être avec le soutien de l'extrême droite. C'est peut-être ça, la manière dont il imagine gouverner. Bon, pour l'instant, ce que j'entends de la part de M. Wauquiez et de M. Retailleau, c'est qu'ils n'entendent pas être dans une majorité gouvernementale. Et qui plus est, même s'ils l'étaient, il faut faire remarquer que ça ne leur donne pas une majorité à l'Assemblée. La preuve, ils étaient associés ensemble pour faire en sorte que je ne sois plus président de la Commission des Finances. Ils ont raté leur objectif. Donc ça ne lui assure même pas de majorité. Mais c'est un peu ce qu'ils visent. On verra bien à la rentrée s'il l'obtient. Moi, je ne crois pas qu'il l'obtiendra. Là, je ne crois pas qu'il aura une majorité pour faire passer ses textes. S'il n'a pas de majorité pour faire passer ses textes, il y aura une motion de censure. S'il y a une motion de censure, je pense qu'elle peut être majoritaire. Si elle est majoritaire, il n'y a pas de dissolution de l'Assemblée possible avant 1 an, vous le savez. Et là, très franchement, il deviendra de plus en plus difficile, et j'espère qu'il y aura des mobilisations sociales pour le pousser à ce résultat, de ne pas nous appeler à gouverner le pays, parce qu'encore une fois, c'est nous qui sommes majoritaires dans ce pays. C'est vous qui Et là, la stratégie de la France Insoumise, ou du Front de Gauche, mais plutôt de la France Insoumise, c'est quoi ? C'est de demander le départ d'Emmanuel Macron ? C'est une présidentielle anticipée si vous faites ce constat de blocage définitif ? Il y a un moment donné, s'il conduit le pays dans l'impasse. Hier, il a une phrase étonnante, il commence à dire « J'ai dissous l'Assemblée parce qu'elle ne représentait plus la société ». Moi, j'ai l'impression que c'est lui qui ne représente plus la société, très sincèrement. S'il y a bien quelqu'un qui a été battu, c'est Emmanuel Macron. Enfin, hier, on l'entendait, on a l'impression qu'il était le vainqueur. Mais enfin, je le rappelle à la réalité. Non, il a quand même, il a admis qu'il a dit la majorité a perdu. Oui, il a dit. Mais enfin, il a dit mot pour un Front républicain, et on sait que son Front républicain, ça serait continuer son programme. Bon, bref. Donc, manifestement, s'il conduit le pays dans la passe, c'est-à-dire si l'Assemblée est paralysée, il ne peut plus gouverner ce pays, et qu'il refuse de nous appeler à gouverner, là, effectivement, la solution, ça sera sa démission. C'est l'espoir de Jean-Luc Mélenchon. Il y a un moment donné, il ne peut pas comme ça contraindre le pays. On n'est quand même pas tout à fait dans une monarchie, même si lui a parfois des aspirations monarchiques. Donc, de ce point de vue-là, oui, je crois que se posera la question soit de se soumettre, soit de se démettre. Et se soumettre, quand je dis se soumettre, c'est pas se soumettre au nouveau populaire, c'est se soumettre au suffrage universel, voilà, qui est comme la base de notre République. Vos partenaires vos partenaires du Front populaire sont sur la même ligne que vous. C'est plutôt la stratégie de Jean-Luc Mélenchon d'avoir une présidentielle anticipée. Nos partenaires posent exactement, ils le disent peut-être pas avec les mots, mais ils posent exactement la question qui est posée là. Bon, auquel s'ajoute d'ailleurs, j'aurais quand même le signaler aussi qu'on est dans une crise de régime terrible, parce que ce qui est en train de se montrer, c'est que la Ve République, elle est à bout de souffle. Elle nous paralyse et elle nous met comme ça dans les mains d'une seule personne qui, à un moment donné, peut dire il y a eu une élection, et ben on continue comme avant et je n'ai rien vu ni connu. Il y a les Jeux Olympiques, on fait une trêve olympique, etc. Enfin, c'est insupportable. Il n'y a pas une démocratie dans le monde où c'est comme ça. J'ai une question sur le Front républicain dont vous parliez et qui a été évoqué par Emmanuel Macron, et donc cette potentielle coalition qui irait de la gauche mais sans la France Insoumise jusqu'à la droite sans le Rassemblement National. Je dis ça parce que je pense à Gérald Darmanin, ce qu'il disait dans les colonnes du journal du dimanche ce week-end que vous avez dû lire. Il fait un appel du pied à la gauche quand même avec un SMIC à 1 600 €, ce qui est assez étonnant venant de Gérald Darmanin. Et il dit moi en gros mon objectif ce serait de parvenir à séparer la gauche et puis la France Insoumise. Est-ce que vous pensez que le nouveau Front populaire peut tenir dans ces conditions ? Oui. D'abord, son objectif, en fait, quand il dit séparer France Insoumise, il faut bien comprendre, c'est que la gauche ne soit plus sur un programme de rupture. C'est ça qu'il dit. Parce que M. Darmanin fait aussi partie de ceux qui pensent qu'on peut augmenter les salaires, mais à condition de prendre sur les cotisations, comme le RN, comme les LR. C'est-à-dire, en réalité, on vole les gens, puisque les cotisations, c'est notre salaire socialisé. Donc, M. Darmanin n'est pas sur cette ligne. Mais c'est ce qu'il tente, c'est ce qu'il imagine. Alors, malheureusement pour lui, depuis maintenant plusieurs semaines, à chaque fois qu'on dit que le nouveau Front populaire va se diviser, eh bien, non seulement il reste uni, mais toujours plus fort.
Donc je vais le décevoir, c'est pas ce qui va se passer. Si vous, donc je rappelle pour les téléspectateurs, même si tout le monde le sait, vous êtes président de la Commission des Finances, évidemment. Vous aviez dit que si votre gouvernement était formé, donc vous démissionneriez. Donc si demain, on n'y est pas, Emmanuel Macron accepte votre proposition, on n'y est pas encore. Mais bon, là on est dans quand même une situation aussi assez exceptionnelle avec les Jeux Olympiques, on va lui reconnaître ça. Vous démissionnerez, vous confirmez de votre poste de président de la Commission des Finances ? Bien sûr, j'espère que je gouvernerai dans ce cas-là. D'accord, quel poste ? À Bercy. C'est Bercy. Personne qui appartient où je suis président de la Commission des Finances, je pense que je serais peut-être utile à Bercy, mais c'est pas moi qui décide seul du tout. Je dis ça comme ça sur la table. En tout cas, dans tous les cas, la question que vous me posez, c'est on gouvernera. Et dans ces cas, je ne peux plus être président de la Commission des Finances, qui de facto est dans l'opposition. De l'opposition, absolument. Une petite question, monsieur Coquerel, c'est les Jeux Olympiques, ça vous a pas échappé. Ce soir, il y a un match entre Israël et le Mali à haut risque. Deux députés de votre camp ont considéré que les athlètes israéliens n'étaient pas les bienvenus. Il y en a même un qui a dit que le drapeau israélien ne devait pas flotter sur la ville de Paris. Vous êtes un homme de dialogue, vous êtes un homme d'apaisement, à la différence de d'aucuns. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Écoutez, ce que je partage, c'est qu'il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. On ne peut pas d'un côté dire les athlètes russes représentant leur pays. Parce que même dans les propos de Thomas Porte, il n'a jamais été question des personnes en tant que telles. Les athlètes russes peuvent, dans certaines conditions, participer aux Jeux Olympiques. Ne peuvent pas représenter leur pays, et les athlètes israéliens, si. Vous savez que c'est parce pas que dans l'émission, excusez-moi, j'assume, je fais une symétrie. On est aujourd'hui dans une situation, je vous le rappelle, à Gaza où il y a près de 40 000 morts. Ou direct. Parce que c'est beaucoup plus de manière indirecte à cause des épidémies, de la famine, etc. Bien. On est dans une situation où il y a la Cour de justice nationale qui parle de risque génocidaire. Il y a une enquête qui est en cours. Donc au niveau du droit international, si vous voulez, je ne fais pas de différence qualitative entre ce qui se passe, ce que fait le gouvernement israélien, et le gouvernement russe. On a pris des décisions, peut-être qu'on peut les contester vis-à-vis des sportifs russes, mais ça a été pris. Et je ne vois pas pourquoi ça serait choquant de se dire que les mêmes questions pourraient être posées vis-à-vis des athlètes israéliens. Maintenant, ils sont là. D'accord ? On ne va pas revenir, on sait très bien qu'ils sont là. Le gouvernement français ne va pas remettre ça en question. Donc moi, ma façon, quelque part, de parler de cette question, ça va plutôt d'être aux cérémonies d'hommage qui vont être faites en faveur des athlètes palestiniens, qui sont également ici, puisqu'ils sont reconnus par le CIO. Et donc, ça sera ma façon à moi de dire qu'il faut que le cessez-le-feu arrive et qu'il faut que le génocide s'arrête. Une dernière question avec vous, Éric Coquerel. Ils ont une première réaction suite à ces propos il y a quelques secondes sur France Inter, chez nos confrères de Lucie Casté, justement, qui demande à Emmanuel Macron de prendre ses responsabilités et de la nommer première ministre. Vous dites quoi ? Je dis qu'elle est exactement la bonne personne que nous avons choisie, parce que c'est une femme de volonté, femme qui s'engage en faveur des services publics, contre la réforme des retraites, et qui, j'allais dire, montre que, contrairement à ce que était dit tout à l'heure, elle est bien sur un programme de rupture, et elle entend bien être la première ministre d'un gouvernement du nouveau Front populaire. Voilà, moi je la félicite. Et Jean-Luc Mélenchon a approuvé ça. Oui, tout le monde, je vais vous dire une chose, réellement, je ne fais pas la langue de bois, tout le monde a approuvé. Il n'y a pas eu une seule, même réserve, une fois que son nom a été proposé, une fois qu'on a effectivement les uns et les autres examiner qui elle était, ce qui est normal. Merci beaucoup Éric Coquerel d'avoir accepté notre invitation ce matin dans le 6-9. Je vous laisse vous lever pour laisser place à votre successeur. C'est Jean-Noël Barrot qui va prendre votre place. Merci encore, passez une bonne journée. Merci. Bonjour Monsieur Barrot, je vous laisse vous installer tranquillement. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas pressé. Vous êtes ministre délégué démissionnaire chargé de l'Europe, président de la Commission des Affaires étrangères. Vous êtes député des Yvelines. Je vais vous poser la même question qu'à Éric Coquerel qui vous a précédé. Donc Lucie Casté sur France Inter qui a appelé Emmanuel Macron à prendre ses responsabilités et à la nommer première ministre. Vous dites quoi ? Bonjour. Bonjour, déjà, c'est bien. Ce que je dis, c'est que les Français n'attendent pas des castings, ils attendent des compromis, ils attendent des forces politiques aujourd'hui représentées à l'Assemblée nationale, qu'elles se hissent à la hauteur de leurs responsabilités, qu'elles fassent en réalité ce qu'elles ont fait entre le premier et le second tour de l'élection législative, qu'elles fassent ce que dans d'autres démocraties européennes on fait de manière tout à fait régulière et normale, c'est-à-dire bâtir des convergences et des compromis pour assurer une majorité au pays. Elle dit aussi à l'instant, une coalition entre la gauche et le camp présidentiel est impossible du fait de nos désaccords profonds. Eh bien, c'est un déni
démocratique. Je crois au contraire qu'il n'existe aujourd'hui dans notre pays aucune majorité, si ce n'est celle qui va de la gauche à la droite modérée en passant par le centre, et que ce sont ces convergences-là qu'il nous appartient de bâtir si nous voulons répondre aux Français et si nous voulons éviter que la prochaine fois qu'ils sont appelés aux urnes, eh bien, ils se jettent dans les bras de l'extrême droite. Monsieur Barrot, depuis 2022, vous avez gouverné sans majorité. Et vous n'avez pas été en situation de trouver de compromis, si ce n'est au cas par cas sur des textes, mais de constituer une coalition. Aujourd'hui, la réalité... Alors effectivement, le groupe de gauche, le front de gauche, a une majorité un peu plus relative que celle que vous aviez, mais est-ce qu'il n'y a pas une pure logique dans la tradition, d'une certaine façon, de ce qui a été pratiqué par Emmanuel Macron en 2022, de désigner le bloc majoritaire pour organiser un gouvernement, et puis on verra bien après devant l'Assemblée ce que ça donnera. Mais est-ce que il n'y a pas un déni de réalité, d'autant plus avec ce que vous avez pratiqué pendant 2 ans? Non, je le répète, le déni, c'est celui des forces politiques qui considèrent, après ces élections législatives, qu'elles peuvent gouverner seules et qu'elles peuvent faire appliquer leur programme. Aucun bloc aujourd'hui n'est en capacité de faire appliquer son programme, à commencer par le nouveau Front populaire. La responsabilité qui est celle des forces politiques, de la gauche modérée, de la droite modérée et du centre, c'est de s'entendre. Et si elles ne le font pas, on l'a vu dans d'autres pays européens, les électeurs s'en souviendront et elles seront sanctionnées dans les urnes. C'est ce qui s'est produit en Espagne, où lorsque le parti du centre, Ciudadanos, a refusé de participer avec le Parti socialiste pour former un gouvernement, pour former une majorité. Eh bien, aux élections suivantes, puisque l'instabilité qui s'en est suivie a provoqué la chute du gouvernement 6 mois plus tard, ce parti centriste a été littéralement balayé. C'est ce qui s'est passé pour vous. Vous n'avez pas été capable de 2022 à aujourd'hui de vous entendre avec un autre groupe, de créer une coalition, donc vous avez été sanctionné. C'est ce que vous voulez dire aussi ? Non, je crois que la situation n'est pas comparable. Je dirais le bloc central disposait d'une majorité relative, certes, mais d'une majorité beaucoup plus large que celle dont disposent aujourd'hui les blocs en capacité de participer au gouvernement du pays. Et donc, plutôt que de passer notre temps à discuter de casting potentiel, discutons des sujets. On évoque ce matin celui des retraites, on pourrait parler de l'efficacité des services publics, de l'accès à l'école, à la santé, au logement, sur lesquels les attentes sont immenses et des attentes auxquelles nous devons apporter des réponses, sans quoi, eh bien, c'est l'extrême droite qui raflera la mise. Bon, on a tous compris que pour passer des propositions de loi, il fallait avoir une majorité absolue, c'est encore mieux, en tout cas, pas avoir de motion de censure contre soi. Aujourd'hui, est-ce que vous prenez la main tendue de Laurent Wauquiez qui a présenté ce pacte législatif en début de semaine? On sent qu'il y a une volonté de faire un pas en avant vers vous, on l'a bien compris sur les derniers accords, et notamment ce week-end avec les élections au poste clé de l'Assemblée nationale. Pour vous, c'est cohérent, une coalition avec la droite républicaine de Wauquiez? Est-ce que c'est une attitude souhaitable que de mettre sur la table des propositions, un pacte législatif? La réponse est oui. Est-ce que c'est une condition nécessaire à la formation d'une majorité à l'Assemblée nationale susceptible de garantir la stabilité nécessaire à l'action du gouvernement? La réponse est oui. Mais est-ce une condition suffisante? Est-ce que cela suffit? La réponse est non, parce que le bloc central et la droite républicaine ne peuvent pas, à eux deux, rassembler la majorité nécessaire à garantir la stabilité. Je le redis, c'est l'arithmétique, ce sont les électeurs qui en ont décidé, c'est de la gauche modérée à la droite modérée, en passant par le centre, que cette majorité doit se construire. Alors ce constat, vous faites le constat, déjà Laurent Wauquiez, pas question de créer une coalition, c'est son programme en quelque sorte, et rien d'autre que son programme. Donc vous faites le constat de l'impasse dans laquelle vous êtes. Dans 2 semaines, dans 3 semaines, vous ne pensez pas qu'on sera dans la même situation? Auquel cas, comment est-ce qu'il sera possible de sortir dans l'impasse, puisque vous faites vous-même le constat qu'il n'y a aucune majorité aujourd'hui de trouvable? Ce n'est pas ce que j'ai entendu de la part de la droite républicaine. Il y a des propositions Laurent Wauquiez était assez clair sur l'idée que pas de participation. Le pacte, rien que le pacte. Pas de participation ne veut pas dire pas de soutien. Et dans son pacte législatif, il y a un certain nombre de textes à partir desquels je crois qu'il est de notre responsabilité de débattre et de dialoguer. Je reviens sur la question des retraites. Je crois qu'il y a un chemin
et en tout cas des ententes possibles autour de l'idée qu'il faut revaloriser les retraites pour qu'elles puissent suivre l'inflation. Et puis je lance un défi aux responsables des forces politiques, de la gauche modérée à la droite modérée, puisque la question des retraites revient régulièrement. Nous ne sommes pas parvenus à mettre en œuvre ce projet de réforme par points, qui était, à mon sens, tout à fait souhaitable et désirable pour le pays. Eh bien, plutôt que de détruire ce qui a été fait pour garantir, avec la réforme des retraites d'il y a 2 ans, la soutenabilité de notre système et corriger certaines de ces injustices, eh bien, bâtissons ensemble, au Parlement, ce système de retraite par points, ça ne se fera pas dans un claquement de doigts, pour garantir un système robuste et juste pour les Français. Curieux, parce que vous n'avez pas été en mesure de faire cette réforme-là, c'était juste au moment du Covid, alors que vous aviez la majorité absolue. Vous pensez que c'est cohérent de l'envisager aujourd'hui dans le contexte de cette majorité, sérieusement ? Je dis simplement qu'il est peut-être un peu facile de se présenter devant les Français, quand on est un bloc qui ne dispose pas d'une majorité, en promettant qu'on va abroger un certain nombre de textes, détruire ce qui a été fait. Arithmétiquement, si la gauche se met avec le Rassemblement national, ils auront une majorité. Oui, mais j'invite les responsables politiques de la gauche modérée à la droite modérée, eh bien, à faire preuve d'audace et de courage. Mais... Et cette réforme, ou en tout cas ce régime de système de retraite par points, il est souhaitable, il est attendu. Plutôt que de passer notre temps à savoir ce que nous allons détruire, voyons ensemble ce que nous pouvons... Vous parlez vous invitez la gauche modérée jusqu'à la droite modérée, d'accord. On avait Éric Coquerel il y a un instant avec nous, on lui a posé la question, est-ce que le NFP peut tenir on parlait notamment de cette main tendue de Gérald Darmanin ce week-end, vous savez, dans le journal du dimanche, à la gauche, avec cette proposition sur un SMIC à 1 600 €. Bref, il nous dit, oui, évidemment que le NFP peut tenir, la preuve en est, on a réussi enfin à proposer un nom pour Matignon. On a le sentiment que vous pensez que vous allez pouvoir faire une grande coalition et exclure la France Insoumise finalement de cette coalition. Le Rassemblement National, je n'en parle même pas. Vous pensez vraiment que c'est possible, réussir à faire éclater le nouveau Front Populaire comme ça ? Je crois, et je constate... Parce que pour l'instant, c'est pas du tout la direction que ça prend. Même nous, en tant que commentateurs et journalistes, on se dit, bon, est-ce que ça va tenir ? Ça paraît compliqué quand même, mais c'est très solide pour l'instant. Prétendant plutôt avec un profil social-démocrate, ne plaide pas pour l'idée que les socialistes se détachent de la France Insoumise. S'agissant du Premier ministre, notre Constitution, dans son article 8, est très claire. C'est le président de la République qui nomme un ou une première ministre, charge à cette personne, dont le nom est moins important que sa capacité à rassembler, à former une équipe gouvernementale qui tienne compte des nuances de l'Assemblée. La responsabilité des forces politiques, ça n'est pas de brandir des castings, c'est de réfléchir, de dialoguer, de s'entendre, de manière à pouvoir former une majorité. Et aujourd'hui, la seule majorité possible, celle qui permet d'atteindre la majorité absolue, celle qui permet d'assurer à notre pays la stabilité et de lui éviter le chaos, eh bien c'est celle qui va effectivement de cette gauche modérée à la droite. Mais qui n'arrivera pas. Et nous y parviendrons, j'en suis sûr. Pourquoi ? Parce que le risque auquel s'exposent les responsables de ces forces politiques, s'ils ne s'engagent pas dans cette démarche de dialogue et d'ouverture, eh bien c'est de jeter la France et les Français dans les bras de l'extrême droite. Et c'est un risque que, je l'espère, ils ne sont pas... Monsieur Barrot, c'est des déclarations de plateau, on comprend bien, mais aujourd'hui, avec qui, du côté des socialistes, puisque c'est de social-démocratie, avec qui pouvez-vous raisonnablement nous dire que vous allez discuter, puisque systématiquement, il n'y en a pas un qui envisage de discuter avec vous. Donc, devant encore une fois ce constat de blocage, quelle est l'initiative que vous, ou le président de la République, ou d'autres, peuvent prendre? Vous avez dit tout à l'heure, avec la droite, ça ne suffira pas. Aujourd'hui, vous avez des partenaires de gauche avec qui on pourrait imaginer que c'est possible, qui ne veulent pas vous voir. Donc c'est l'impasse. Non, je crois qu'il n'y a pas d'impasse. Il y a un moment historique, inédit, dans l'histoire politique de notre pays. Et les élections ont montré qu'il fallait sortir des évidences, sortir des a priori, sortir des postures. Et je suis convaincu que nous y parviendrons en engageant la discussion sur le fond, comme c'est le cas dans toutes les grandes démocraties européennes et comme ça a été le cas ces dernières années en France, lorsque nous nous sommes entendus pour voter ensemble un certain nombre de textes dans plein de domaines différents. Il y a des possibilités de convergence. Les Français le savent. Sortons du déni et avançons sur les sujets. Une question sur la déclaration à plusieurs reprises tout au long de l'interview hier avec nos confrères de France 2 d'Emmanuel Macron qui a rejeté
rejeté en quelque sorte la responsabilité sur les partis en disant qu'ils devaient s'entendre, un peu comme ça s'était fait dans l'entre-deux tours, pour en quelque sorte, ce qu'on a eu le sentiment ce matin, on a décrypté cette interview, c'est qu'il rejetait la responsabilité sur les autres, sur tout le monde, sauf lui, alors qu'à la base, c'est quand même lui qui a créé tout ça. Non, je crois qu'il rejette pas la responsabilité sur les uns ou sur les autres. Il a dit c'est aux autres de travailler ensemble. Il clarifie. Il clarifie en se dédouanant quand même. Ce que sont les règles du jeu constitutionnel. C'est le président qui nomme un Premier ministre, je le redis, Premier ministre dont le nom et je dirais presque la sensibilité dépend est moins important que sa capacité à rassembler. Bien sûr, oui. Et ce Premier ministre ensuite doit ouvrir, et je souhaite qu'il soit nommé dès que possible, pour pouvoir ouvrir sans délai les discussions avec les forces politiques en bâtissant un programme de gouvernement qui sera incarné par des ministres dans ce gouvernement, qui pourra s'appuyer sur une majorité à l'Assemblée. C'est cela les règles du jeu. Et donc la responsabilité des courants politiques, des forces politiques, ça n'est pas de brandir des noms. Ça, c'est la responsabilité du président. Elle est très lourde, elle est très importante. Leur responsabilité, c'est de dialoguer pour bâtir ce programme minimal d'action au service du pays. Quand Emmanuel Macron dit, hier encore, je suis très fier qu'on soit une démocratie vivante qui a su tenir des élections inédites, qui ressort avec un paysage politique inédit, des responsables qui vont s'élever au-dessus de nous tous, qui vont savoir organiser des jeux unis. C'est ça la France. Bon, on a senti qu'il était presque finalement plutôt satisfait de ce qui s'était passé. Il a reconnu la défaite, bien évidemment, mais est-ce qu'il n'est pas en décalage complet finalement avec tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Nous, on n'y est pas, mais on voit, on observe, on écoute, on entend. On a nos journalistes politiques sur place. On a le sentiment que c'est le chaos. On n'a pas du tout l'impression que c'est cette vision très enjolivée qu'a présentée Emmanuel Macron hier. Je crois qu'en parlant des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, on peut être fier du visage que la France va présenter. Oui, mais là, il ne parlait pas des JO ni des. Va présenter au monde dans ces prochaines semaines. La flamme olympique était dans mon département des Yvelines hier. Elle a été accueillie dans une liesse populaire que je n'avais jamais vue dans mon département. Et je puis vous dire que nous pouvons nous attendre à une très grande célébration et à un très grand moment de communion nationale à partir de vendredi. Il ne se réjouissait pas des JO, il se réjouissait de la situation politique. Ce n'était pas les JO. Le président de la République va désigner un Premier ministre. Si on vous suit, quelle est la figure, même si, pas question de personnalisme, mais une figure qui pourrait incarner ce grand rassemblement que vous préconisez? Est-ce que ça pourrait être, par exemple, Xavier Bertrand? Je le redis, la question la question qui nous est posée, en tout cas qui m'est posée à moi comme responsable politique, n'est pas celle du casting politique, c'est celle des convergences programmatiques au service des Français. Ensuite, vous m'interrogez sur la personnalité ou de la future Première ministre. Je crois qu'il faut une personnalité qui dispose de l'expérience, du surplomb nécessaire et de l'indépendance pour garantir à ces forces politiques qui participeront au gouvernement, donc Xavier Bertrand le bon profil. Xavier Bertrand le bon profil. En tout cas, il faut que ces conditions puissent être remplies pour que ces forces politiques qui ont eu l'habitude de se combattre plutôt que de travailler ensemble. Il y a des échanges entre Emmanuel Macron et Xavier Bertrand sur cette question-là ces derniers jours? Ça leur appartient, mais y a-t-il des échanges entre les forces politiques? Elles sont constantes. Elles sont constantes à l'Assemblée nationale, elles sont constantes entre les forces politiques de la gauche modérée, de la droite modérée et du centre. Les Français attendent de nous que nous nous entendions. Et je crois qu'il est de notre responsabilité de le faire et que nous y parviendrons. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin dans le 6-9.